Le Conseil national de lutte contre le sida a tenu une réunion aujourd'hui à la primature. C'est le 7e Conseil national pour donner des orientations politiques en vue d'accélérer la réponse nationale de lutte contre le sida. La grande famille des médias est à l'honneur aujourd'hui. C'est la journée mondiale de la radio. La 6e édition est aussi célébrée en Côte d'Ivoire. Le pays compte 172 radios, dont 159 privées depuis la libéralisation en 1992. Donald Trump et Justin Trudeau ont échangé aujourd'hui à la Maison-Blanche. Les deux hommes ne partagent pas la même vision du monde. Le président des États-Unis milite pour davantage de protectionnisme. Le premier ministre canadien est un fervent partisan du libre-échange. Voilà pour le sommet. Merci de regarder le journal de RTI 1. Le Conseil national de lutte contre le sida vient de se réunir à la primature. C'est le 7e Conseil national pour donner des orientations politiques en vue d'accélérer la réponse nationale de lutte contre le sida. La rencontre a été présidée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. C'est un reportage de Jérôme Koufi-Aboulet. L'accélération de cette réponse nationale à travers le plan stratégique de lutte contre le sida 2016-2020 cible les 3,90. Il s'agit de dépister 90% des personnes vivant avec le VIH, de mettre 90% de ces personnes sous traitement ARV antirétroviraux et d'obtenir une charge virale indétectable chez 90% des personnes sous traitement. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou-Kofi, secrétaire général du CNLS, Conseil national de lutte contre le sida, a dans son intervention présenté les grandes articulations de cette planification qui tient compte de l'initiative de l'ONU-SIDA d'éliminer l'épidémie à VIH en 2030 avant de dresser le bilan des actions menées en 2016. Notre rôle à nous, c'est de faire en sorte de mettre à leur disposition les médicaments, c'est-à-dire les ARV, qui peuvent les aider justement à lutter contre la maladie. Et lorsqu'ils sont couverts par les ARV, automatiquement, au niveau de leur sang, c'est-à-dire dans le sang, la charge virale, elle baisse, elle va vers la suppression totale, c'est-à-dire qu'on ne retrouvera plus le virus dans le sang de la personne infectée. Invité spécial du Conseil national de lutte contre le sida, Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, a salué l'engagement fort du président Alassane Ouattara dans cette lutte et aussi les actions qu'il mène en vue de construire une société solide sans sida. Le président Alassane Ouattara, qui est pour nous un modèle. Il est un modèle dans ce sens qu'il a compris très vite qu'il fallait transformer nos économies, qu'il fallait faire en sorte qu'on ait de la croissance et que cette croissance soit redistribuée, qu'on puisse investir dans le secteur social. Il était là, avant tout le monde, il a compris que l'ONU-SIDA, ce n'était peut-être pas le Fonds mondial, mais l'ONU-SIDA était une structure importante de plaidoyer, une structure qui certainement aidait à lancer la vision pour l'ensemble des acteurs qui se battent dans ce secteur. Il était parmi les premiers présidents sur ce continent à investir dans l'ONU-SIDA. Et j'étais tellement fier lorsqu'il était dans la reconstitution des fonds au Canada, lorsqu'il a annoncé qu'il mettait 1 million dans le Fonds mondial, mais qu'il mettait 1 million aussi dans l'ONU-SIDA. La réponse nationale au VIH-SIDA a, selon le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, beaucoup évolué. Pour lui, la Côte d'Ivoire doit rester solidaire de l'action mondiale. L'atteinte de nos objectifs n'est plus hors de portée au plan technique. Toutefois, les moyens nécessaires en termes de financement demeurent importants. Il nous appartiendra donc d'imaginer des voies et moyens innovants pour la mobilisation de ressources additionnelles internes et accroître ainsi le niveau de la contribution nationale. Les données de la réponse de la Côte d'Ivoire publiées par l'ONU-SIDA en 2016 donnent un réel espoir quant à la réalisation de l'objectif 90-90-90. Quant au vice-président Daniel Kablan-Duncan, il fait savoir que les sessions annuelles du CNLS ont pour objectif de déterminer les priorités de la lutte contre le sida, de renforcer et rendre plus efficace la réponse nationale à ce fléau. Daniel Kablan-Duncan a relevé l'un des engagements forts pris lors de la 6e session du CNLS, tenue le 21 décembre 2015 par le président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit de l'accroissement du budget de la santé en faveur de la lutte contre le sida. Cet engagement a été effectivement respecté puisque, sur ces instructions,
Ce budget a connu une augmentation substantielle, passant de 4,2 milliards de francs CFA en 2016 à 21,2 milliards de francs CFA en 2017. Un tel effort pour un pays qui est confronté à plusieurs urgences à la fois mérite d'être relevé pour bien montrer que la problématique de la pandémie du sida constitue une priorité affirmée du président de la République. Cela traduit une fois de plus sa ferme volonté de s'approprier l'initiative de l'élimination du sida d'ici 2030, en adhérant sans réserve à l'objectif d'accélération de la réponse nationale. Notons que près de 10 000 participants sont attendus à Abidjan du 4 au 9 décembre pour la 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les maladies sexuellement transmissibles, 20 ans après l'organisation en Côte d'Ivoire de cette importante rencontre qui avait enregistré la présence du président Jacques Chirac. Le Conseil national de lutte contre le sida affiche clairement son ambition. Maîtriser l'épidémie du sida d'ici à 2020, surtout l'éradiquer en 2030. Un programme ambitieux qui sera réalisé grâce à la mise en œuvre d'un plan stratégique national. Ce plan a été présenté aujourd'hui même à la 7e session annuelle du Conseil national de lutte contre le sida. La ministre de la Santé a fait le bilan des actions menées contre la pandémie en Côte d'Ivoire. Mama Traoré, à Ouattouri. Une Côte d'Ivoire sans sida à l'horizon 2030. Tel est l'objectif poursuivi par le gouvernement ivoirien. Et tout porte à croire que cela est possible, surtout à la lumière des résultats enregistrés lors de l'année 2016. Un indicateur pour en témoigner, l'atteinte de la cible 3 x 90 de l'ONU-SIDA, à savoir dépister 90% des personnes vivant avec le VIH, mettre 90% des personnes dépistées sous des traitements antirétroviraux. Enfin, réduit de 90% la charge virale chez les personnes sous traitement. Comme on le voit, la Côte d'Ivoire achève l'année 2016 avec 70% des taux de réalisation du premier 90, 43% pour le deuxième 90 et 36% pour le dernier. Si la dynamique actuelle est maintenue, la Côte d'Ivoire pourrait dès fin 2018 maîtriser la progression de la pandémie selon la ministre de la Santé Raymond Goudou Kofi. Un motif d'espoir qui a amené le gouvernement à gonfler la part du budget alloué à la lutte contre le sida. Ainsi, de 4,2 milliards en 2016, il sera de 21,2 milliards en 2017. 2016 a également été marqué par l'élaboration du plan stratégique national de lutte contre le sida pour la période 2016-2020. Plan qui vise à réduire de 50% les nouvelles infections et de 75% la mortalité des personnes vivant avec le VIH. Coût de cet ambitieux programme, 556,3 milliards de francs CFA. 44% de ce montant destiné aux traitements antirétroviraux, décrit comme le premier moyen de prévention selon les experts. Pour la mobilisation des ressources, la Côte d'Ivoire pourra compter sur l'appui des partenaires au développement qui prévoit une contribution de 400 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du plan stratégique national de lutte contre le VIH-Sida 2016-2020. Reportage réalisé pour vous par Mama Traoré et Jérôme Kofi Abolin. La grande famille des médias est à l'honneur aujourd'hui. C'est la journée mondiale de la radio. La 6e édition est aussi célébrée en Côte d'Ivoire. Le pays compte 172 radios depuis la libéralisation du secteur en 1992. Ces radios contribuent quotidiennement au rassemblement des communautés. Dynamique, réactif, attractif, ce média en Côte d'Ivoire fait son chemin, mais reste confronté à quelques difficultés, comme nous l'explique Konaté Moussa. Une causerie débat entre artistes, comédiens et animateurs. L'actualité sociopolitique décortiquée avec humour dans Place Publique, émission satirique de la radio Fréquence 2. On dédramatise pratiquement tous les faits de société, tous les faits d'actualité. Donc c'est l'humour, c'est la convivialité, c'est le bonheur, c'est vraiment la bonne humeur. C'est une émission que nous animons du lundi au vendredi, de 17h à 19h. Nous nous disposons, nous nous arrangeons pour être ici à l'heure pour pouvoir satisfaire les Ivoiriens. Informés, formés, éduqués et distraits, la radio reste le média le plus accessible. Au quotidien, ce sont des animateurs entre quatre murs et loin des regards qui tentent de produire de l'émotion chez les auditeurs. Sortir d'ici et puis savoir que tu n'as pas pu procurer un certain bonheur, une certaine joie en quelqu'un, mais c'est comme si ta journée était totalement gâtée.
Nous les chauffeurs, on n'aime pas être ennuyés lorsqu'on est sur la direction. De façon personnelle, j'écoute la radio pour m'inspirer. La radio, c'est un moyen pour la jeunesse et pour toute population de s'égayer, s'informer sur le pays et sur les différentes activités socio-culturelles, politiques, tout ça. La radio connaît une croissance remarquable en Côte d'Ivoire ces dernières années. Depuis la libéralisation du secteur en 1992, les radios se créent dans les villes et régions. Le pays compte 172 radios, dont 159 privées. Aujourd'hui, créer une station radio est devenu une activité majeure pour les collectivités locales. Les communautés, les élus locaux, ils ont tous compris qu'à travers la radio, ils peuvent faire facilement passer leur message de développement, qu'ils peuvent atteindre facilement leur population, qu'ils peuvent communiquer facilement avec leur population, qu'ils peuvent aider au règlement des conflits à l'intérieur de leur population. Chaque région de la Côte d'Ivoire a sa radio. Vous allez trouver une radio dans pratiquement chaque sous-préfecture de la Côte d'Ivoire. La radio s'est adaptée à l'évolution technologique. Son champ d'action s'est accru avec Internet et le téléphone mobile. Face à un public de plus en plus exigeant, les responsables de radio s'attellent donc à offrir des programmes variés pour répondre aux attentes. Notre objectif, c'est vraiment capter l'attention des jeunes. Donc on essaie au maximum d'avoir des carrefours auxquels les jeunes se retrouvent, traiter l'actualité et les informations qui les intéressent. Nous avons une panoplie d'émissions qui intéressent nos populations ici à Yopougon. Et notre cible d'abord, c'est Yopougon. Et très souvent, nous avons des programmes où nous allons vers ces populations pour leur demander ce qu'elles souhaiteraient avoir. Si la radio demeure un outil indispensable de développement et de dialogue social avec du contenu attractif, le secteur cependant n'échappe pas à des difficultés. On a un problème de financement au niveau de nos radios. Ensuite, nous avons un problème d'équipement. Compte tenu du fait que les radios n'ont pas assez de moyens, nous n'avons pas toujours des personnes hautement qualifiées pour animer ces radios. Et si vous n'avez pas les personnes très qualifiées pour animer les radios, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas toujours les personnes outillées pour monter un programme attractif. Il y a autant de problèmes, en tout cas qu'on voudrait voir réglés dans nos radios pour continuer de faire ce service public-là. Rassembler la communauté et renforcer la cohésion sociale, le pouvoir de la radio est reconnu comme universel. C'est donc un média incontournable pour une société en construction. Depuis novembre 2011, l'UNESCO lui a dédié une journée, la journée mondiale de la radio célébrée le 13 février de chaque année. Thème retenu cette année, la radio c'est vous. Question d'inviter à l'engagement de tout citoyen à s'approprier cet outil de communication. Radio Côte d'Ivoire, fréquence jeunes du groupe RTI sont des radios également incontournables, tout comme la télévision ivoirienne. Ces radios ont couvert les activités de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire et les parties intervenant dans la culture de l'EVA. Il vient de mettre en place un fonds de développement. Ce fonds vise à renforcer donc les activités de l'EVA culture en Côte d'Ivoire. Ce fonds va donc aider à la création de plantations. 10 000 candidats au métier de l'EVA ont été formés, comme nous l'explique perpétuellement et Grâce Kantou. Les professionnels du monde évéicole consolident les fondements d'une évéiculture durable en dépit de la baisse des coûts du caoutchouc naturel en ce début d'année 2017. Le fonds créé en 2009 a permis d'améliorer la productivité des plantations. Le fonds tient sa naissance du fait que l'État ivoirien, après avoir promu l'évéiculture pendant plusieurs années en immobilisant beaucoup de moyens, a cédé le relais aux filières depuis la fin des années 80. On a vu sur le terrain se développer des plantations qui ne respectaient pas les normes. La PROMAC a décidé de mettre en place un instrument pour corriger ce genre de situation. Cet instrument, c'est le Fonds de développement EVA. Quand la filière marche bien, le pays va bien. Et vous avez vu qu'il y a un an, la filière avait des difficultés en temps de cours. Aujourd'hui, la filière est en train de se restructurer, les prix sont en train de remonter. Nous prions Dieu pour que cela y va de soi. À travers ce fonds, les planteurs ont vu leurs revenus s'accroître. J'ai constaté que les gens qui ont planté l'EVA, vraiment leur vie a changé. Donc ça m'a motivé, ça m'a donné le courage aussi de planter aussi. C'est pourquoi je me suis donné à l'EVA-culture. N'ayant pas eu du succès, j'ai fait le retour à la terre. Et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance du projet qu'est le FDH. Après une brillante formation, depuis, nous arrivons, grâce à notre partenaire, à produire des plants subventionnés que nous offrons aux planteurs.
Et cela nous permet de subvenir à nos besoins. Cette année, chaque bénéficiaire pourra avoir une subvention de 3 000 plants pour 5 hectares et 1 800 plants pour 3 hectares. L'objectif visé par le Fonds de développement de l'EVA est de réaliser 30 000 hectares de plantation par an jusqu'à l'horizon 2020. L'agriculture, socle du développement économique de la Côte d'Ivoire, les acteurs du secteur public et privé ivoiriens et étrangers organisent en ce moment même une foire. Elle porte sur la question du développement économique. C'est la première foire internationale de l'industrie et du commerce. Les participants venus notamment de la France veulent apporter leur pierre à l'émergence de la Côte d'Ivoire, nous dit Herman Niamien. Côte d'Ivoire, 22 millions d'habitants, premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, exportateur de pétrole, ce pays d'Afrique de l'Ouest exerce une influence économique considérable dans la sous-région. Il envisage même de figurer au nombre des pays émergents d'ici à 2020. Mais il le sait, pour y arriver, le commerce et l'industrie vont jouer un rôle capital. Un secteur seul ne peut pas lui-même se satisfaire. Il est obligé de trouver une complémentarité dans le commerce, une complémentarité dans le service. Et c'est ce qui fait toute la richesse justement du secteur économique ivoirien, dont on sait que c'est l'un des plus denses de l'Afrique de l'Ouest. Comment donc inscrire l'industrie et le commerce au cœur de la politique de développement de la Côte d'Ivoire? C'est pour répondre à cette question que ces acteurs nationaux et internationaux sont ici réunis. À la clé, promouvoir de plus en plus des plateformes comme la Foire internationale du commerce et d'industrie qui se tiendra ici même à Abidjan au mois de mai prochain. On est tous là pour la réussite de la Côte d'Ivoire et tous là pour la réussite de l'économie. On a tous besoin de travailler et donc une telle foire réussie, quelque part, va générer également des emplois au niveau des entreprises, puisque quand les entreprises vont mieux, quand l'économie va mieux, tout le monde va mieux aussi. La Côte d'Ivoire y gagne forcément parce que c'est la promotion des produits qui sont faits. À cette fois, il y aura plusieurs opérateurs qui vont venir de tous les horizons et donc qui auront l'occasion de découvrir les produits ivoiriens. Ce genre de plateforme va permettre à la Côte d'Ivoire de développer davantage des échanges avec l'Afrique et le reste du monde. À cette réunion, en plus du ministère du Commerce, de la Chambre de commerce et d'industrie, on pouvait noter la participation du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Voilà la Côte d'Ivoire qui s'apprête donc à organiser une foire internationale sur l'émergence. On ouvre à présent le chapitre politique de cette édition avec le RDR. Le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, Amadou Soumaoro, a eu une séance de travail aujourd'hui avec l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire. Au cœur des échanges, le raffermissement des liens entre le RDR et le Parti communiste chinois. Alexis Ouédraogo. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, ce lundi à la rue Le Pic. Il y rencontre Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR. À l'ordre du jour, coopération. Vous savez que et le Parti communiste chinois et le Parti RDR ont beaucoup apporté de contributions au maintien de la paix en Asie et en Afrique. Donc nous avons également évoqué le sujet de renforcer nos contributions à la paix mondiale, surtout en Asie et en Afrique. La République populaire de Chine partage avec la Côte d'Ivoire des liens étroits d'amitié. Elle a investi ces dernières années dans plusieurs infrastructures lourdes, telles que des barrages, des routes et autres projets de développement agricole, notamment pour le riz. Le RDR et le Parti communiste chinois entretiennent des relations multiformes. Et nous sommes en train d'établir entre les deux partis un accord de partenariat. Au nom du Parti communiste chinois, l'ambassadeur Tang Weibin a adressé une invitation à la direction générale du parti pour une visite d'amitié et de travail en Chine. C'est demain la fête des amoureux. La Saint-Valentin sera célébrée demain mercredi 14 février. Les pâtissiers comptent marquer à leur façon cette fête de l'amour. Ils ne manquent pas d'imagination. Vous allez le voir, ils proposent des gâteaux en forme de cœur, couleur rouge ou au chocolat. Je vous propose de faire une incursion au cœur d'une pâtisserie aux 2 plateaux dans la commune de Cocody pour découvrir les gâteaux de Saint-Valentin et c'est signé Amy Sissoko.
c'est les petits cœurs de Saint-Valentin faits dans les mousses fraises. Donc chaque année, on fait des petits gâteaux comme ça pour les amoureux. Quand tu prends ce gâteau, c'est comme tenter de draguer une femme. Parce que c'est fondant. C'est fondant. Ces petits cœurs sont faits à base de génoise et crème au beurre, différent du premier que j'avais présenté. Chaque année, à l'occasion de la fête de Saint-Valentin, les pâtissiers ne manquent pas d'imagination pour proposer des créations à la fois séduisantes et alléchantes. Dans cette pâtisserie à Cocody de Plateau, le chef Frédéric Kakou a imaginé des cœurs tout en douceur à partager avec sa Valentine ou son Valentin. Sur mes petits cœurs, je mets des petits mots d'amour. Sur cela, j'ai mis « I love you ». Je t'aime, mon bébé. Donc, il y a tous ces petits mots-là qui amusent mes clients. Quand mes clients viennent à l'ouverture, qui voient ces petits mots, ça leur donne les sourires. De véritables bijoux, ces petits cœurs à la génoise ou à la mousse fraise, entre autres, bien attrayants en vitrine. De petits cœurs, mais aussi des plus gros. Une diversité de choix offertes à la vue. Et pour la fête des amoureux, je suis venue choisir une mousse à la vanille, à la pâtisserie pour mon amour. Il y a le parfum, il y a la forme du cœur, il y a ce qui est inscrit dessus, tout ça là, ça m'a attiré. Et comme je connais ses goûts, c'est ce que j'ai choisi. La recherche d'un gâteau particulier. Un gâteau pour elle, parce que dans un gâteau, on trouve tout ce qui est passion, tout ce qui est amour. Parce que la pâtisserie même, déjà quand vous avez la pâtisserie, la manière de confectionner le gâteau, c'est fait avec la passion, avec l'amour. Donc ça représente l'amour, voilà pourquoi je vais lui offrir un cadeau. Les gâteaux de Saint-Valentin, des pâtisseries à savourer en tête-à-tête en amoureux pour un moment agréable au soir du 14 février. Voilà la Saint-Valentin qui sera célébrée demain, mardi 14 février. Et comment allez-vous exprimer votre amour à votre partenaire? Vous avez une idée, mais vous le savez par le passé, c'était avec les cartes de vœux ou par des lettres d'amour. Mais aujourd'hui, ces pratiques tendent à disparaître au profit des technologies de l'information. Mais il y a d'autres qui préfèrent exprimer leur amour de vive voix. C'est ce que nous rapporte Issa Kionayeo. Soumaïla Galanteri, la trentaine révolue, est vendeur de cartes de vœux à Adjamé Liberté. Un commerce qui lui a permis à l'époque de faire de bonnes affaires. Avant, dans le temps, on peut vendre du 20 décembre jusqu'à fin février, on peut vendre au moins 2004. Toute l'année passée, les cartes de vœux, on peut vendre au moins 100 000 à 150 000. Eux du Saint-Valentin seulement. Aujourd'hui, la donne a changé et les cartes ne se vendent plus comme avant, malgré l'engouement suscité autour de la fête des amoureux. Par rapport à plusieurs années en arrière, cet engouement n'est pas aussi de taille. Aujourd'hui, on va 10 000 les cartes de vœux, c'est difficile. Les raisons de cette désaffection, l'Internet et le niveau d'études des jeunes. Les NT ont pris quand même le dessus sur les livres, peut dire sur les mots, les petits mots. On transmet généralement dans les SMS ou bien si la personne aime beaucoup les réseaux sociaux, aller sur l'Internet pour lui envoyer des messages d'amour. L'avènement des TIC, donc avec Internet, rapidement on s'est établi une carte avec une belle photo, une belle image et qu'on peut transmettre donc à son bien-aimé, sa bien-aimée. Le vrai problème, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas écrire. Quand on écrit, on laisse des traces. Donc, sur le chat, bon, c'est passager, c'est vite fait. Pour les internautes, les technologies de l'information et de la communication TIC permettent d'exprimer plus aisément son amour à son conjoint ou à sa conjointe. Je suis en train de chercher des poèmes, puisque bientôt c'est la Saint-Valentin. Je suis en train de chercher des poèmes qui vont avec l'histoire avec ma chérie, pour pouvoir vraiment lui donner des phrases pour la Saint-Valentin. Malgré le développement des technologies de l'information et de la communication, rien ne peut remplacer les cartes. Internet, c'est pour juste distraire puis faire des recherches. Une histoire de cœur, je pense que ce soit un truc physique, un truc qui marque. Quand on remet à cette personne, la personne garde. Même quelques années plus tard, quand on voit cette carte, on pense à la personne qui nous a offert la carte. J'étais en lutte avec celui qui est mon mari actuel. Donc j'ai cherché une très belle carte et qui était parfumée, dépliable. Je lui ai envoyé la carte.
Et j'arrive chez lui, il était étudiant à l'époque. J'arrive chez lui et je vois qu'il a reçu une autre carte aussi, qu'on déplie, mais qui n'avait pas la même valeur que la mienne. Alors j'ai ri et j'ai dit, mais écoute, j'ai gagné la course là. Parce que pour moi, là, tu as ouvert, tu as senti le parfum qu'il y a dedans, il s'est bien marré. Les cartes de vœux étaient également une occasion pour la Poste de Côte d'Ivoire de faire de bonnes affaires. Ce que la Poste peut offrir justement, ou va offrir, c'est que vu que les volumes de courrier sont en train de baisser, il y a un autre volume qui est en train de monter en puissance, c'est les volumes de colis et paquets. Donc en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de nous apprêter pour que la Poste soit le coursier des populations. Les éditions de Saint-Valentin à venir vont voir la Poste en train de livrer des bouquets de fleurs, des cadeaux d'amour et pourquoi pas d'autres types de cadeaux. Comme on le voit, ils sont nombreux les jeunes qui utilisent les technologies de l'information et de la communication pour exprimer leur amour à leur conjoint ou conjointe. Toutefois, les cartes de vœux restent la seule voie durable pour d'autres pour se remémorer les bons souvenirs d'amour. Voilà des cartes, des lettres d'amour, des paroles. Chacun, en tout cas, à sa façon, exprimera son amour demain, jour de Saint-Valentin. Toujours dans le ton de l'amour, parlons sport. L'équipe intersyndicale constituée des agents de la radio-diffusion télévision ivoirienne a remporté hier samedi la 16e édition du tournoi de la confraternité organisé par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Et à cette occasion, la lauréate du Super Ebony 2016 ainsi que les vainqueurs des prix spéciaux ont reçu leurs différents prix. Konepa Gassoro. Ces véhicules sans plaque d'immatriculation stationnés sur les gazons du stade de la haute fréquence de la RTI. C'est celui de Bolutagro Bénédicte Super Ebony 2016. Elle a reçu les clés de son véhicule des mains du représentant du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. En plus de la voiture, la lauréate de Super Ebony 2016 reçoit un terrain viabilisé d'une valeur de 13 millions de francs CFA situé dans la commune de Cocody. J'ai un message, c'est dire de faire ce métier avec passion. Parce que quand on le fait avec passion, on arrive à être indispensable et on apprend mieux. Donc c'est de dire à toutes les femmes journalistes, à tous les hommes journalistes, à la presse de façon générale, de se mettre au travail. Comme Bolutagro Bénédicte, les journalistes vainqueurs des prix spéciaux ont également reçu leurs différents lots. Des prix remis en présence des partenaires, des hommes des médias, du président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, et du directeur général de la RTI, par ailleurs, parrain de la cérémonie. L'excellence doit être la boussole pour tout le monde et ces prix qui sont donnés à ceux qui ont gagné doivent encourager tous les autres à savoir que s'ils poursuivent cette voie de l'excellence, ils peuvent en avoir des avantages personnels. Pour le Boni 2017, les journalistes qui veulent remporter ce prix doivent dès maintenant se mettre au travail parce que le hasard ne permet pas de remporter ce prix. Avant la remise des prix aux meilleurs journalistes, s'est jouée la finale de la 16e édition du tournoi de la confraternité entre l'équipe intersyndicale constituée en majorité des agents de la RTI et celle de la presse étrangère. Tournoi qui a vu la victoire de l'équipe de l'intersyndicale. Au départ, on les a regardés, on les a challengés, et puis après, il fallait leur mettre le coup. On a mis le coup fatal. Un seul but, c'est bon. Fini Ebony 2016 et la 16e édition du tournoi de la confraternité. Rendez-vous est donc pris pour l'édition 2017. Voilà, ce tournoi de la confraternité organisé par l'UNJCI s'est déroulé avant-hier, samedi, ici à la Maison de la Télévision. Donald Trump et Justin Trudeau ne partagent pas la même vision du monde. Le président des États-Unis milite pour davantage de protectionnisme. Par contre, le premier ministre canadien est un fervent partisan du libre-échange. Les deux dirigeants se sont rencontrés aujourd'hui même à la Maison-Blanche et la conversation promet d'apporter son lot de divergences, surtout en ce qui concerne une éventuelle renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain. Et toujours aux États-Unis d'Amérique, le barrage de Californie menace de s'effondrer. 200 000 personnes ont été évacuées. Le déversoir du Sékou de l'installation construite dans les années 60 pourrait lâcher à tout moment, faisant courir un risque à l'ensemble des populations vivant à proximité. Herman Guivi. Situé à 120 km au nord de Sacramento, il est le plus grand barrage d'eau des États-Unis d'Amérique. Il mesure 230 mètres de hauteur et il menace de s'effondrer. Ces images présentent le barrage d'Oroville sous son plus beau profil. Voici à présent des images actualisées du barrage. Selon les autorités, il peut s'effondrer à tout moment.
Après plusieurs mois de pluie, les rebords en béton du déservoir d'Oroville auraient été endommagés par la pression de l'eau. Conséquence, l'eau a commencé à sortir de son lit. La construction de 250 mètres de haut menace de déverser l'intégralité de l'eau qu'elle contient. Si l'effondrement du barrage d'Oroville venait à se produire, des milliers d'habitations pourraient être balayées par la puissance de l'eau. Près de 200 000 personnes ont commencé à évacuer les localités se trouvant en aval. Sur place, les secours s'organisent. Si on ne s'en occupe pas et qu'on ne tente pas d'atténuer le problème, alors potentiellement nous faisons face à un mur d'eau de 10 mètres sortant du lac. Non pas une fuite d'eau, mais un mur d'eau de 10 mètres. C'est pourquoi nous avons pris avec le shérif les mesures appropriées et mis en place le processus d'évacuation qui est en cours. Des rochers sont déposés pour tenter de colmater les fuites afin de limiter les dégâts. Un décret d'urgence a été pris pour renforcer tous les services de secours et mobiliser des ressources dans toute la Californie. Fin de ce 20h réalisé par Edouard Kofi Sakra et Mamadou Fofana. Merci à toute l'équipe technique et surtout à vous de votre aimable attention.